Bonsoir à tous, bienvenue dans iWeek, toute l'actu Apple en direct. On est ensemble pour 1 heure, on est mercredi, il est 20h57 très précisément. Merci d'être avec nous. Bienvenue en cette mi-novembre, semaine encore chargée, même si on pensait que ça allait être calme parce que les keynotes étaient passées, parce qu'il s'était passé plein de choses à la fin du mois d'octobre, les produits sont sortis, et ben non. Ça continue et on est ensemble donc, pour discuter de cette actu Apple. On est 4, on va être 5 dans un instant puisque Gilles va se connecter. Et vous le voyez en bas de votre écran, sur la droite, un invité exceptionnel que je salue tout de suite. C'est Christophe Laporte. Salut Christophe. Salut. Que ça fait plaisir de t'accueillir dans iWeek. Ah bah écoute, tout le plaisir est pour moi. Alors on se connaît depuis longtemps Christophe, tu es l'un des fondateurs de MacG. Ouais, alors on va revenir tout à l'heure longuement sur MacG, mais tu es là pour une raison d'actu très, très précise. On pensait vous aider, mais en fait vous avez quasiment plus besoin de nous déjà. Ah bah la première, oui, donc nous allons lancer un Kickstarter pour financer notre offre premium qui s'appellera le Club e-Génération. Donc on a lancé ça il y a maintenant quasiment 2 semaines. On espérait initialement lever 68 000 €. Et donc là, pour l'instant, on en est à un peu plus de 85 000 €. Donc on croise les doigts pour que ça continue. Ouais, le compteur tourne vite. Hein, il reste, j'ai vu tout à l'heure, il reste 18 jours, je crois, avant la fin de la campagne. En un mot, on va y revenir. L'objectif précisément, c'est quoi ? Alors, c'est un double objectif. L'idée est de pouvoir changer, en tout cas de faire évoluer notre business model de manière à ce que l'on puisse gagner en liberté et que soit en mesure d'améliorer le contenu sur nos sites. Voilà. Bon, on va détailler le projet avec toi tout à l'heure, évidemment. Ouais. C'est un processus qui nous intéresse parce qu'on est un peu dans les mêmes réflexions aussi, hein, forcément, sur un média comme Watch. Donc voilà, puis on voulait vous soutenir parce qu'on est toujours persuadé qu'on est plus fort en étant solidaire. Donc bienvenue, voilà, tu es chez toi dans iWeek. Évidemment, j'invite tous ceux qui sont avec nous ce soir à tweeter avec le hashtag iWeekTV que vous connaissez. Si vous avez des questions pour Christophe sur MacG, sur cette opération de crowdfunding, sur l'avenir, sur l'évolution des médias, il y a plein de questions évidemment qui se posent. Et puis, je vais quand même vous saluer, vous qui êtes avec moi. Ellie et Audrey, salut à tous les deux, comment ça va ? Hello, bonsoir. Bon, l'actu encore de ces dernières heures, Ellie, est assez intense. Hein. Bah, ça bouge. Hein. Ouais. Nous, on pensait effectivement que ça allait être calme, mais non. Ça n'arrête pas de bouger. Et puis, d'autres années ont été plus faciles aussi pour nous en cette saison parce qu'on avait des produits à vendre. Et là, puisqu'on a beaucoup parlé des annonces Apple les dernières semaines, ça reste pour l'instant presque du virtuel parce que malheureusement, tous ces nouveaux produits n'arrivent pas chez nous. C'est-à-dire qu'on n'a toujours pas de Pencil, toujours pas de Folio, les MacBook Air arrivent au compte-gouttes. Donc, c'est dramatique dans la saison où tout le monde achète. Oui, c'est sûr. Mais bon. Bon, on va en reparler évidemment parce qu'il y a l'ouverture de l'Apple Store Champs-Élysées dimanche. Et d'ailleurs, si vous voulez voir des images, les premières images, elles sont sur MacG. On va en reparler avec toi, Christophe, aussi. Oui. Et puis Audrey, on est avec toi. Et j'espère avec Gilles. Gilles, il faut que tu nous appelles sur le 3. Alors, je te le reprécise. Oui. J'ai un message de Gilles, justement, qui dit qu'il faut que tu acceptes son invitation. Bon. On va y arriver. Donc, on va y arriver. Je vais m'en occuper. Donc Gilles va nous retrouver parce que Gilles, comme toi, Audrey, et je te dis bonjour et je t'embrasse. Bienvenue. Bonjour Benjamin. Vous avez craqué pour l'iPhone 10R. Oui. Et vous avez des choses à nous dire. Oui, plein de choses parce que c'est un modèle assez étonnant. Il est un peu entre deux eaux, mais au final, c'est vraiment un très bon iPhone. Et je suis très surprise depuis quelques semaines là que je l'ai. On va en reparler en détail, mais rien que par rapport à l'autonomie, c'est vraiment un très bon téléphone. Bon, alors on va y revenir. On va commencer par l'actu et par l'actu des dernières heures. Elle concerne la vente des produits Apple, notamment en France. Qu'est-ce qui se passe du côté d'Amazon, Ellie ? Eh bien, écoute, il semblerait que Apple et Amazon aient négocié un contrat de distribution qui va concerner la France, mais aussi d'autres pays, et qui va concerner
une partie de la gamme Apple, pas tous les produits, mais quand même les produits qui se vendent bien aujourd'hui. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Amazon, ça fait très longtemps qu'ils souhaitaient distribuer les produits Apple, et ça ne s'était jamais fait. Et donc, du coup, ils avaient ouvert une sorte de marketplace où ils demandaient un peu à tout le monde de mettre leurs produits. Nous, ils nous ont démarché une 50aine de fois. Hein. Donc, en nous disant, mais mettez votre catalogue sur Amazon, vous allez voir, c'est génial. En même temps, ça coûte très cher hein, d'être sur Amazon. Hein. Donc, c'était totalement incompatible avec notre système de marge Apple. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on perdrait de l'argent pour mettre un produit chez eux. Et ils ont fini donc par accepter. Et il y a eu une contrepartie dont on a moins parlé, mais qui apparemment est réelle, c'est que Apple a demandé à Amazon en contrepartie de nettoyer toutes les pages Amazon qui avaient des revendeurs non agréés Apple. C'est-à-dire que maintenant, grand ménage, et pour rester sur Amazon, il faut être revendeur agréé Apple. Alors, attends, ça concerne qui? Parce que des revendeurs qui vendent des accessoires notamment, plus ou moins officiels, compatibles, etc., il y en a beaucoup, beaucoup. Oui, mais il ne faut pas qu'il y ait des produits Apple. En fait. Ouais. Des accessoires compatibles, c'est pas grave, hein, mais il ne faut pas qu'il y ait des produits Apple, donc des unités centrales, des iPhones, des choses comme ça. Mais ça peut être du grey market, ça peut être des revendeurs qui s'approvisionnaient ailleurs, dans d'autres pays, des choses comme ça. Donc, bon, ça, qu'ils fassent un peu le ménage, pourquoi pas. Les revendeurs Apple agréés et les APR notamment auront du mal à être officiellement sur Amazon vu les conditions commerciales qu'ils imposent en fait et sur lesquelles tu peux pas discuter. Après, le fait qu'Apple ait Amazon comme plateforme, ça va devenir un concurrent redoutable pour nous. On ne sait pas encore comment ils vont se positionner au niveau prix, mais c'est sûr qu'ils ont Prime, ils livrent en un jour, ils ont des entrepôts partout, ils sont capables de livrer n'importe qui en 24 heures. Pour peu qu'ils soient bien positionnés, ça va être vraiment très chaud hein, oui. Pour nous. Je vous salue, vous aussi qui êtes sur Twitter avec le hashtag iWeekTV. Vous êtes plein déjà à nous dire bonjour, on va y revenir, mais Frédéric Cavaillé, que je salue, nous écrit « Coup de colère contre Apple qui va autoriser Amazon à vendre, sauf le HomePod. Apple va tuer les APR, soutenons les APR. » Quelle est ta réaction, toi, en tant que président des Apple Premium Resellers, qui sont donc les magasins indépendants qui vendent des produits Apple? En tant que président, je suis forcément inquiet, mais en même temps, j'attends de voir quel va être l'accord final, parce qu'on ne peut pas non plus s'enflammer tant qu'on ne connaît pas tous les détails. Mais c'est sûr que ce n'est pas un petit concurrent qui arrive sur le marché, parce que, comme vous le savez, depuis que les APR existent, c'est-à-dire depuis 2006, mais avant c'était les Apple Center, au départ, on a beaucoup défendu la marque, on l'a vraiment poussé, et Christophe pourra en parler, parce que MacG est un des sites qui a toujours soutenu les APR et nos combats. Et on s'est retrouvé avec une concurrence. La concurrence, elle est saine tant qu'elle est équitable. Donc, mais on s'est retrouvé avec une concurrence multiple. Fnac, des autres retailers, les supermarchés. Aujourd'hui, on trouve des produits comme l'iPad pratiquement partout dans tous les circuits de distribution de la Terre. Et comme ces circuits-là, pour une grande partie, ne sont pas des circuits techniques, leur seul argument, c'est le prix. Et donc, ce qui a changé depuis les 2 dernières années, c'est les campagnes de prix constantes. Avant, il y en avait une pour le Black Friday, il y en avait peut-être une à un moment donné pour les soldes. Maintenant, le prix, c'est minimum moins 10 toute l'année. Et donc, comme moins 10, c'est le prix d'achat d'un revendeur, ça veut dire que soit on vend sans marge, soit on coule. Et la question qu'on a posée 1000 fois à Apple, c'est quel est le prix aujourd'hui d'un produit Apple? Est-ce que c'est le prix Apple tel qu'il est sur l'Apple Store, ou est-ce que c'est le prix Fnac à moins 10? Audrey, qu'est-ce que ça évoque comme réaction chez toi, cet accord entre Apple et Amazon? Disons qu'on sait très bien que, surtout avec le Amazon Prime, il y aura forcément des réductions ou des journées comme ça où il y aura des grosses réductions. Donc c'est sûr que ça va empêcher les APR de faire des ventes. Après, comme disait Ellie, le problème aussi, ce sont tous les supermarchés, on va dire aujourd'hui, qui vendent des Macs. Moi, à chaque fois. Audrey. Audrey. Bon, on va te récupérer dans un instant. Je suis sûr que tu es pas loin. Je vais me tourner du coup vers toi, Christophe. C'est un jour particulièrement important dans cette décision. Je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Ouais. Et on parle de concurrence. Et je me demande si cet accord ne va pas tout d'abord faire concurrence à Apple elle-même.
Parce que bon, ils ont quand même l'Apple Store en ligne qui est un gros canal de vente directe. Ouais. Mais les gens ont un tel réflexe d'acheter sur Amazon que je me demande si ça va pas leur manger une partie des ventes. Comment tu expliques justement qu'Apple alors je sais pas qui a cédé à qui finalement, mais Apple a fini par dire oui, parce que je crois qu'Amazon cherchait depuis très longtemps à Apple et Amazon, c'est à la fois compliqué et c'est à la fois deux sociétés aussi qui peuvent bien s'entendre. On rappellera que à une époque, Steve Jobs avait pris une licence sur le brevet d'Amazon achat en un clic. Oui. Donc voilà, puis après c'est aussi deux sociétés, enfin les achats in-app, les 30%, ça a été uniquement pour embêter Amazon. Donc c'est toujours deux sociétés qui sont dans des extrêmes assez importants. Alors là, oui, moi je suis assez curieux de voir ce que ça va donner, ouais. Et c'est vrai que je partage tout à fait l'avis d'Eli que l'arrivée d'un tel acteur, ça risque de bouleverser pas mal de choses. Après, ce qui est déjà étonnant, c'est les conditions qu'ont réussi à imposer Apple, c'est-à-dire j'arrive chez toi, je veux bien vendre mes produits, mais attention, on fait le ménage d'abord. Ouais. Et d'une certaine manière, d'ailleurs, le ménage, c'est pas une mauvaise chose parce que des fois, on trouve des choses sur Amazon qui sont très très limites et les consommateurs se retrouvent à acheter des produits qui pensent être certifiés Lightning ou qui ont différentes certifications et qui ne sont pas du tout. Ouais. Oui. Après, ma crainte, c'est un peu la réaction des autres. C'est-à-dire, ça va être un énorme concurrent pour Apple, c'est sûr, mais ça risque d'être aussi un énorme concurrent pour la Fnac, pour LDLC, pour des gens qui ont des sites marchands très importants. Et la réaction risque d'être peut-être une guerre de prix, parce que la Fnac va très mal vivre l'arrivée d'Amazon. Hein. Donc, comment vont-ils réagir? Ouais. Si ça dégénère en guerre de prix, ben, les victimes, ce seront les petits revendeurs en premier, mais après les autres. Hein. C'est une guerre de géants. Hein. Ouais. Est-ce que tu commences à avoir une remontée des APR, Eli, à ce propos, depuis que ça a été annoncé? Non. Non? Non, pas encore. Ça veut dire que vous vous y attendiez? Pas du tout. Non, mais pas vraiment pas. Ouais. Non. Non, mais je pense que les gens n'ont pas tous suivi l'actualité. Je pense que tout le monde, en ce moment, a la tête dans le guidon avec les ventes de Noël, avec le fait d'essayer d'obtenir des produits à vendre, des choses comme ça. Et donc, tout le monde ne suit pas l'actualité. Ils sont peut-être moins friands que nous, mais je pense que ça ne va pas trop tarder. Hein. Ouais. Non, mais on va quand même rappeler que vous aviez déjà du mal, c'est ce que tu disais la semaine dernière, à avoir les nouveaux produits, parce que vous ne les avez pas eu le jour de la sortie. Je ne sais pas si ça a évolué favorablement depuis. Pas trop. Non. Hélas, pas trop, non. Concrètement, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous n'avez pas? Aujourd'hui, on a quelques iPad Pro, mais pas suffisamment. On a quasiment plus ou pas de MacBook Air, et on n'a aucun des nouveaux accessoires, c'est-à-dire les claviers, les pencils, des choses comme ça. Donc, du coup, c'est compliqué. Ouais. Mais vous avez les iPhones. Et c'est pas faute... Oui, les iPhones, oui, en grande quantité, hein, parce qu'on avait énormément commandé, et ils se vendent, mais ils ne se vendent pas autant que c'était vendu l'iPhone 10 en novembre l'an dernier. Donc, du coup, des iPhones, il y en a pléthore partout. Et en plus, je veux dire, même nous, on a la chance d'être revendeur direct, on en a déjà parlé, il y en a 3 en France. Donc, nous, on a commandé chez Apple, on n'a pas reçu, on a commandé chez les 2 grossistes, on n'a pas reçu non plus. Donc, ça veut dire que vraiment, nous, on s'approvisionne partout, et bien personne ne livre. Donc, je ne sais pas quel est le canal qu'il y en a, mais en tout cas, ce n'est pas nous. Ouais, bon. En tout cas, Audrey, tu as été coupée en pleine. C'est ça. En fait, non, je voulais aussi préciser que, pardon, moi, je suis en Bretagne et on n'a pas d'Apple Store. Il faut aller à Nantes, donc ça fait un peu loin pour beaucoup de Bretons. Et donc, les revendeurs Apple agréés, c'est vraiment essentiel, puisque sinon, on peut voir les produits. Quand ils viennent de sortir, on peut les voir nulle part. Par exemple, moi, l'iPhone XR, je suis allée l'acheter chez mon APR parce que je voulais le prendre en main avant. Si je l'avais acheté en ligne, je l'aurais pas acheté en ligne, c'est quand même des prix importants. Et je pense que c'est essentiel que ces boutiques-là restent, puisque c'est le seul endroit où on peut vraiment tester les produits et voir les nouveautés dès qu'elles sont sorties, quoi. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner, mais c'est vrai que c'est assez, c'est un mauvais coup, quoi. Ça commence quand? Alors là, le temps que ça se mette en place. Hein. Ouais. Mais on ne sait pas, mais je pense que ça ne va pas trop tarder. Je pense qu'ils vont essayer de jouer quelque chose à partir du Black Friday, si jamais c'est signé, ou en tout cas avant Noël. Mais après, c'est rigolo qu'en fait, ils vendent des produits Apple, mais pas le HomePod.
parce que le HomePod fait concurrence directement à leurs enceintes connectées, et donc du coup ils ont le droit de vendre des produits, mais pas le HomePod. De notre côté, tu as vu, c'était le sujet d'après, mais qui est en lien avec celui-là, c'est que la Fnac semble avoir fait un partenariat privilégié avec Google, cette fois-ci, qui est le concurrent d'Amazon du coup, et les ennemis de nos ennemis sont nos amis. Donc, et moi j'ai trouvé un peu bizarre cette campagne à la télé tous les jours, qui dit, qui montre un assistant à qui on pose une question sur une chanson et qui dit enfin voici un partenaire digne de la Fnac, Google, en parlant d'un concurrent direct du HomePod. Et je me dis quelque part Apple ils doivent pas être ravis quand même. Hein. J'ai pas de réaction d'Apple. Hein, mais... Bon, en tout cas, à propos du deal entre Apple et Amazon, on a notamment ce tweet de François Altruédic que je salue, qui nous dit: si Amazon peut faire le ménage sur les faux MagSafe de 3 petits points qu'on trouve sur le marketplace, tant mieux. Des promos sur les produits Apple, j'ai du mal à y croire, 3 petits points. Voilà, on va suivre cet accord, évidemment, voir ce que ça a comme impact. C'est sûr que l'annonce a 10 jours pile du Black Friday, et sans doute pas complètement un hasard, et il ne serait pas impossible qu'il y ait des produits Apple dans 10 jours sur Amazon, effectivement. Le deuxième gros sujet d'actu, c'est ce qui se prépare pour dimanche à Paris, avec l'ouverture de l'Apple Store des Champs-Élysées, ce magasin dont on parle, auquel on pense depuis des années. Ça y est, il arrive, c'est pour dans 4 jours. Alors une ouverture un dimanche, c'est assez étonnant, je crois que c'est jamais arrivé, notamment en France. Est-ce qu'on a une explication au choix du jour? C'est pour les touristes, les Champs-Élysées, c'est ce qu'on dit, moi. Ils ont évité le 11 novembre, c'est plutôt pas mal. C'était pas le bon jour pour ouvrir, je pense, le 11 novembre sur les Champs-Élysées. Christophe, sur MacG, on découvre les premières images de l'Apple Store. Oui. C'est une exclue qui a fait couler beaucoup d'encre. Oui. Qu'est-ce que ça a comme retombée? Explique-nous. Quelques coups de fil un petit peu énervés, on va dire, effectivement, parce que ça a été relativement mal pris chez Apple. Il y en a même qui ont dit que c'était une trahison parce qu'on gâchait la surprise. Enfin, voilà ce qu'on nous a remonté en tout cas. Ouais. Après, on a réussi à avoir des photos. Notre rôle, c'est de les publier et de les montrer. Tant mieux pour vous, bah oui, bien sûr. On n'a pas de cadeau à faire à ce niveau-là. Hein, donc voilà, avec comme contrepartie, c'est qu'on a oublié de nous inviter à la conférence de presse qui aura lieu avant l'ouverture du store. Mais bon. Vous n'êtes pas invité à l'ouverture? D'accord. Des petites représailles. Mais voilà, après, je le comprends en même temps, c'est de bonne guerre. Hein, Ouais. Bon, oui, j'ai toujours du mal à comprendre ce genre de représailles, parce qu'on peut difficilement appeler ça autrement, mais bon. Après, le message qu'on nous a transmis, c'est qu'on a gâché la surprise, aux clients c'est comme si on avait en fait spoilé l'Apple Store des Champs-Élysées. Après, je pense que dimanche, il y aura des centaines et des centaines, voire des milliers de personnes qui se déplaceront pour voir ce magasin. Ça fait des années qu'on en parle, donc je pense la Muche les Champs-Élysées, c'est quand même pas le coin le moins visité de Paris. Ouais, c'est sûr. Voilà. Alors, juste, on avait cette discussion entre nous dans les jours qui précédaient ce soir, et on se demandait si on allait revivre un peu l'excitation qu'on avait connue pour l'ouverture des Apple Store précédents à Paris, ou si cette mode d'y être le premier jour, voire de faire la queue avant que ça ouvre, avait encore un sens. Qu'est-ce que tu en penses, Christophe? Toi, est-ce que tu crois qu'on va retrouver un peu la frénésie de l'ouverture du Carrousel du Louvre, par exemple, qui vient de fermer? Je pense même qu'elle est relativement finalement curieuse, cette ouverture, parce que alors, si on se met de côté, déjà, entre guillemets, on a spoilé l'Apple Store des Champs-Élysées. Ah, vous avez fait votre boulot. Et le deuxième truc, c'est que voilà, le deuxième coup, c'est Attaque qui l'a mis en accueillant à sa manière l'Apple Store des Champs-Élysées. Magnifique pub. Voilà, et si ça se trouve, ils prévoient de faire quelque chose dimanche. Donc, ils ont déjà installé d'énormes plots devant l'Apple Store pour que
les différentes peintures qui avaient été mises ne soient pas encore taguées. Il y a finalement une certaine... Ouais, enfin, il y a quand même une petite tension quand même derrière l'ouverture de cette boutique. Ouais. Il y a aussi notre... Tu crois que ça va être un événement, ou que ça va être perturbé, ou tu crois que ça va être... ça va passer relativement inaperçu? Quel est ton sentiment? Moi, je pense qu'il y aura du monde, mais après... Oui, Christophe? Du monde aux Champs-Élysées, ça me paraît normal. Élie? Oui, moi je pense qu'il y aura du monde quand même parce que, contrairement d'ailleurs à la réaction Apple, moi j'ai trouvé en voyant les photos, ça m'a donné envie d'aller voir ce store parce que justement il est original, donc du coup tu as envie de voir de tes propres yeux. Et par contre je réfléchissais à la date, pourquoi ils l'ont pas fait un samedi comme ils font souvent dans d'autres pays, mais non mais attends, oublie pas que samedi c'est le blocage de la France par les Gilets jaunes, hein. Donc c'est pas du tout sûr que les Champs-Élysées soient praticables, hein. C'est pour ça. Malgré les menaces diverses qu'on entend de la part de nos dirigeants, c'est pas du tout sûr que ça soit une zone calme pour les gens qui viennent en voiture. Après, les piétons... C'est peut-être pour ça que le choix de dimanche est peut-être intervenu au détriment du samedi. C'est ce que je me disais. Parce que la date du 17, on la connaît depuis au moins 3 semaines, un mois. Hein. Oui. Audrey, pour toi qui est en province, qui est en Bretagne, est-ce que c'est un événement parisien ou est-ce que ça reste un événement important? Ouais, c'est un événement parisien. Je pense que je serai visiter la prochaine fois que j'irai à Paris, mais je pense que le dimanche c'est aussi un bon jour pour attirer aussi des curieux qui passent et qui sont pas forcément fans d'Apple spécialement, mais bon, ils vont voir une ouverture d'un grand magasin, je sais plus combien de mètres carrés, mais ça a l'air énorme. Donc non, je pense que ils ont fait un bon choix le dimanche. Ouais. Bon, en tout cas, si tout va bien, moi j'y serai demain. J'espère faire un live sur Facebook. J'en fais très peu souvent, voire jamais. Ah ouais, mais cool. Si c'est possible, on se retrouvera peut-être demain depuis l'Apple Store des Champs-Élysées pour vous le montrer en vrai. On va passer au deuxième gros sujet de la semaine. C'est cet iPhone XR que tu testes, Audrey, que tu as choisi d'acheter. J'espère qu'on va retrouver Gilles. Je voudrais que on va commencer par toi parce que tu es là, ça va être plus simple. Explique-nous pourquoi tu as choisi le XR, ce qui t'a convaincu et voilà, quelles sont les premières impressions que tu as eues quand tu as commencé à l'utiliser. Alors déjà, je l'ai choisi parce que au niveau de tarif, c'était à peu près le même prix que mon iPhone 7 que j'avais avant. Donc je voulais pas passer la barre symbolique des 1 000 € par choix personnel. Ensuite, quand je l'ai vu lors du keynote, j'ai vu... ça peut paraître idiot, mais c'est vrai que le fait d'avoir un choix de couleur, c'est quelque chose qui m'a plu. Donc je voulais un iPhone jaune depuis longtemps, donc le voici. Wow. Il est vraiment très très beau. Et alors là, il est vraiment aussi plus grand que le 7. Mais l'écran, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est vrai il est décrié parce que le contour qu'il y a au bord de l'écran est un peu plus épais. Mais si on n'a pas un iPhone XS ou un 10 à côté, on l'oublie très vite, ce bord. Et puis l'écran en lui-même est quand même... moi, je suis passée d'un 7 à celui-là, donc j'ai découvert Face ID au quotidien. Le fait d'avoir toute la surface de l'écran disponible, ça, c'est vraiment très confortable. Et quand je repasse sur mon 7 d'avant, là, je le trouve très, très démodé et très vieux d'un coup. Il a vraiment pris un coup de vieux. Ça, c'est assez terrible, mais Apple nous fait toujours cet effet-là. Et ce qui m'étonne le plus, c'est vraiment l'autonomie, parce que malgré le fait que l'écran soit grand, il a une autonomie. Je tiens 2 jours vraiment sans restreindre mon utilisation, en utilisant le GPS, etc. Enfin, comme je le faisais avec mon 7 qui tenait une journée. Là, je suis vraiment à 48 heures. J'ai fait plusieurs tests. J'ai mis des captures d'écran sur Twitter et tout ça ces dernières semaines pour vraiment montrer que c'est vraiment un super téléphone. Et après, au niveau... Moi, j'ai quand même des petites mains. Mais de toute façon, même mon 7, je le tenais déjà à 2 mains. Donc là, en fait, ça n'a pas vraiment changé par rapport à la taille. En fait, ça me gêne pas plus que ça. Parce que le confort d'écran vaut le coup, en fait. C'est vraiment
même s'il faut le tenir à 2 mains, qu'on peut pas, voilà, je peux pas monter mon pouce tout en haut, c'est vraiment pas gênant vu le confort d'utilisation. Et il y avait quand même 400 € de différence par rapport au 10S. Donc pour moi, le double capteur et puis l'écran OLED, entre autres, je ne sais plus exactement les différences, mais ne valaient pas cette différence de prix, à mon sens bien sûr. Voilà, mais globalement, moi j'ai hâte de savoir ce que Gilles en pense, mais globalement, je suis vraiment très contente d'avoir fait ce choix-là. Donc c'est vraiment un téléphone que je recommande sans hésiter à mes clients ou à mon entourage, quoi. Ah, je n'entends. Ouais. J'entends plus. Ah, ça y est. Enfin, c'est Benjamin que j'entends plus. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Benjamin. Oui. Oui, ça y est. Pardon. Ma question était pour Ellie et pour toi, Christophe. Est-ce que vous avez eu l'occasion de le tester, cet iPhone XR? Oui, moi, oui. Je le trouve vraiment super. Ouais. Le seul truc qui m'a frappé, c'est que je le trouve plus lourd qu'un 10 ou qu'un 10S. Ce qui n'est pas un problème en soi, mais il a cette impression d'être plus massif, peut-être parce qu'il est un peu plus épais, mais il y a cette impression de poids. C'est la première chose que j'ai sentie, je l'ai trouvé plus lourd. Donc, mais à part ça, pour le reste, il est parfait. La seule chose qui pourrait venir ternir un tout petit peu ce choix et fausser le choix des utilisateurs, c'est si jamais Apple nous sortait d'une hotte du Père Noël ou d'une chaussette accrochée à la cheminée, une promotion sur le 10, parce qu'il semblerait qu'ils aient du stock, et si jamais ils nous mettaient un 10 au prix d'un 10R ou d'un 8, là par contre la question de l'OLED et du double capteur pourrait se poser. Parce que tu penses que le 10 pourrait baisser en prix? Il pourrait y avoir une promo. C'est ce qui se murmure, mais on vous tiendra au courant. Hein. Donc j'entends des bruits, rien de confirmé, mais si jamais il y avait une promo sur le 10... mais Apple ne vend plus le 10, là? Oui, mais ils ont du stock. Donc ça veut dire que peut-être qu'ils feraient une promo à travers les grossistes, à travers leur réseau, à travers les retailers ou les APR, ou sur Amazon. C'est ça. On va pas remuer le couteau dans la plaie, mais oui, ça pourrait faire une belle offre de Black Friday, par exemple. Ouais, par exemple. Si on peut l'avoir, oui. Ouais. Mais tout dit, on est très content du 10R et il se vend bien. Les couleurs, justement, les gens choisissent des couleurs auxquelles on ne pensait pas. Le jaune est très populaire. Ouais. Le bleu est très populaire aussi. Les couleurs plus traditionnelles. Alors, il y en a qui veulent du rouge à tout prix parce que ça manquait. Et Apple, très habilement, n'a pas sorti de version Red pour l'instant sur le haut de gamme. Donc, si tu veux du Red, il faut que tu te tourne vers le 10R. Ouais. Et le Corail, quel est le succès du Corail, Ellie? Je sais pas. Je pourrais te dire la prochaine fois. Honnêtement, je n'ai pas regardé les chiffres couleur par couleur. C'est pas ton best-seller en tout cas. Non, je crois pas. Mais ceci dit, je pense qu'il doit y en avoir. Mais je pourrais te dire. Effectivement, c'est une très bonne question. Christophe, tu l'as vu le 10R? Oui, j'ai joué avec les 3 modèles et curieusement, c'est le plus sympa des 3 pour moi. Ah, je suis d'accord. C'est bien le plus sympa. Ouais. C'est un très bel objet. Je trouve que c'est d'ailleurs, si j'avais un iPhone à recommander à quelqu'un qui veut un téléphone qui n'a pas forcément une somme très très élevée à mettre, quoique ça coûte quand même déjà cher un iPhone XR, c'est vraiment le modèle que je recommanderais. C'est vraiment le modèle pour tous, c'est celui-là. Ouais, et en plus, il a un côté qui est vraiment très très fun. Contrairement aux iPhone 10S et 10S Max, qui sont très sympas, qui sont de très beaux produits. Mais ils ont pas ce côté sympa. Et le petit truc intéressant, je trouve, c'est le format qui, bizarrement, qui est entre les deux. Et autant je trouve le 10S Max un poil trop gros, le 10 ou 10S est bien. Et celui-là, on a l'impression que c'est peut-être le format idéal. Absolument. Je suis d'accord. Ouais. Oui, Ellie, vas-y, je t'en prie. Non, je disais que je suis totalement d'accord. Moi, je trouve effectivement que c'est un des plus sympas. Bon, ceux qui veulent aller au top de la technologie et qui peuvent se le permettre vont aller au 10S. Mais pour te dire, on en avait parlé, moi, je suis resté au 10 pour l'instant. Je n'ai pas encore craqué, ce qui étonne tout le monde autour de moi. Tout le monde me regarde comme si j'étais un extraterrestre. C'est la première fois depuis que l'iPhone existe, donc depuis 10 ans, que je n'ai pas changé de modèle le jour de la sortie. Et je pense qu'il y a
Je pense qu'il n'y a vraiment aucune raison de passer d'un 10 à un 10S, par exemple. Ah oui. C'est vraiment... Ouais. Et si vous n'aviez pas le 10, moi je trouve que le 10R est vraiment très bien. Et je suis d'accord, tout à fait d'accord avec vous trois, et je trouve vraiment que l'écart de prix, enfin pour l'écart de prix, on n'en a pas beaucoup moins pour son argent. Même, je trouve que le rapport qualité-prix est meilleur sur le 10R que sur le 10S. Alors vos tweets sur le hashtag iWeekTV. On a Joël Perron qui adore ton iPhone, il top l'iPhone d'Audrey, donc tu as un supporter. Mets-le en chair. Voilà, Derdermotus Jérôme te dit que le jaune est vraiment très beau, le blanc aussi est sympa. On a un message de Gilles avec lequel on n'arrive pas à se connecter, qui nous dit « Désolé les amis, mon iPhone est en mode blackout depuis la mise à jour en iOS 12.1. » Alors je ne sais pas si Gilles se servait de son iPhone pour se connecter, je crois pas, donc je ne sais pas s'il y a un rapport avec le fait qu'on n'arrive pas à se brancher, mais... peut-être que son iPhone lui joue des tours. Et en tout cas, Gilles, si tu peux essayer de te reconnecter sous ton ancien pseudo, ce serait super, parce que celui-là marche sans problème normalement. On a Frédéric Tesson qui nous raconte son expérience justement. C'est un voisin, hein, et puisqu'il est allé à Nantes. Il nous dit « J'ai été étonné en allant chercher un iPad Pro à Nantes de voir la mise en avant des iPhones qui occupent pratiquement tout l'espace en arrivant. Il a fallu que je cherche où étaient les iPads. » Peut-être qu'ils n'en avaient pas. Peut-être pour ça. Ça n'arrive peut-être pas qu'à toi, mon cher Elie. Voilà, bon bah, en attendant que Gilles peut-être nous retrouve, je ne sais pas si on arrivera à le rejoindre avant la fin de l'émission. On va passer au sujet suivant, on va passer à MacG. Et puis si Gilles revient, on prendra 5 minutes à la fin pour qu'il nous raconte son expérience avec l'iPhone XR. Alors Christophe, cette opération de crowdfunding, est-ce que tu es surpris par la vitesse à laquelle vous avez atteint ce fameux premier palier qui était, je crois, de 68 000 €, c'est ça? Oui, tout à fait, ouais. Oui, enfin, on est surpris de voir autant de gens qui nous aident volontairement. Il y en a certains qui mettent des sommes qui sont assez importantes. C'est-à-dire donc, il y a des gens qui ont par exemple mis 1 000 €. Donc, moi, ça me paraît complètement fou, quoi, mais voilà. Donc, c'est hyper gratifiant, c'est très motivant. Et en même temps, ça nous colle quand même une belle pression. Enfin, il ne faut pas se mentir, on se dit, derrière, il va falloir quand même sacrément assurer avec ce club, que ce soit sur le plan technique ou sur le plan éditorial. Ouais. Parce que vous aviez déjà un club, la communauté chez vous est déjà très forte. Ouais. Pourquoi vous aviez besoin de franchir cette nouvelle étape et qu'est-ce que ça va apporter de plus à ceux qui vous suivent ? Alors sur l'iPhone, on avait effectivement dans notre app une offre de soutien, qu'on appelait déjà d'ailleurs le Club IGN, mais elle se limitait uniquement à la suppression de publicité et à quelques fonctionnalités supplémentaires. On pouvait par exemple masquer les rumeurs ou il y avait un mode nuit, enfin ce genre de choses. Alors il y avait un petit noyau de personnes qui nous soutenaient, mais c'était une offre qui décollait pas. Et on s'était dit, enfin on est... C'était un abonnement, hein. Oui, c'était un abonnement, voilà. Mais on s'était dit effectivement que pour que des gens viennent nous soutenir pour qu'il y ait plus de monde, il fallait que cette offre, elle soit étendue au web. Donc c'est ce que techniquement on est en train de faire en développant une web app qui offrira plus ou moins les mêmes avantages que sur l'application. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est en faisant nous ce qu'on veut faire, c'est-à-dire... plus d'articles fouillés sur des sujets qui nous tiennent à cœur. Ouais. L'argent que vous êtes en train de rassembler, concrètement, il va servir à la création de cette déclinaison web ou est-ce que il va y avoir d'autres usages pour ces fonds? Alors, on a mis des paliers avec tout un tas d'objectifs. L'idée, c'est que de toute façon, il y a deux choses. C'est que dans un premier temps, il faut qu'on finance le développement. Donc, le développement, c'est du temps, c'est de l'argent. Enfin, il n'y a pas de secret à ce niveau-là. Ça, c'est une partie d'argent qui servira à ça. La deuxième, elle sera investie sur le plan éditorial, donc à renforcer les équipes pour qu'on puisse produire davantage de contenu, différents types de contenus. On réfléchit à faire éventuellement un podcast ou un peu plus de vidéos, ce genre de choses-là.
pour ça, on peut éventuellement vous aider. Mais je plaisante. Tu disais que l'offre qui existait jusqu'à maintenant n'avait pas eu le succès que vous espériez. Pourtant, c'était très peu cher. C'était quoi, 2 € par mois, c'est ça? C'était effectivement 2 €. C'est pas qu'elle était. Il y avait un peu plus il y avait 1 millier de personnes environ qui nous soutenaient via cette offre-là. Mais c'était pas quelque chose sur lequel on pouvait s'appuyer et bâtir un court ou moyen terme. Si je raisonne, on va dire d'une manière, d'un point de vue strictement comptable, on va dire que l'abonnement, à la limite, cet abonnement avec ce service tel qu'il était pensé, il servait finalement à payer le développeur iOS. Ouais. Mais là, l'idée avec l'abonnement, c'est que l'argent qu'on perçoit, cela permet à la fois de financer, d'aider à financer à la fois notre pôle technique et à la fois notre pôle éditorial. Elie, toi qui es un consommateur des news sur Internet, vous connaissez aussi. On se connaît avec Christophe depuis très longtemps. Enfin, vous connaissez tous depuis très longtemps. Audrey aussi, tu connais, je crois, Christophe depuis. Oui, on a déjà échangé, oui. Qu'est-ce que ça t'inspire, Elie, justement, cet élan de soutien? Parce que 80 000 €, ça fait combien de jours? Ça fait quoi, 8 jours, 10 jours? Plus que ça? Ça va faire 2 semaines, là. 2 semaines. C'est quand même chouette. Et puis, c'est pas fini. Et oui. Ah bon, on espère que le meilleur est à venir. Hein. Ouais. Elie, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce soutien à MacG? Bah écoute, moi je suis ravi parce que je trouve que c'est mérité. Tu sais, il y a pas énormément de sites pro Mac en France. MacG était là depuis le début, donc je trouve que la base d'utilisateurs est très fidèle et qu'ils ont vraiment envie, non seulement que le site reste, mais qu'en plus il se développe avec des nouveaux services, etc. Ouais. Et donc le fait que les gens soient prêts à payer pour ça montre la fidélité et l'attachement qu'ils ont à MacG, et je suis ravi. Je vais juste te corriger sur un truc. C'est pas un site pro Mac. Enfin, je pense pas. C'est un site sur le Mac et sur Apple. Oui, Mac, oui. Ah. C'est vrai qu'en plus, il y a des déclinaisons en plus. Oui. Le Pro Mac, ça remonte peut-être à une époque où Apple était menacé. Oui, non, je suis d'accord. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que quand il faut critiquer, voire énerver un peu Apple, ils le font. Absolument. C'est pas un site BA, non, c'est un site qui garde son esprit critique, heureusement. Christophe, vous n'êtes pas pro Mac, on peut pas dire ça. Non, on est un site qui suit l'actualité Apple. Enfin, on est plusieurs sites avec Mac Génération, e-Génération et Watt Génération. Donc oui, on suit. Quand il y a des choses qui nous paraissent bien, on le dit. Quand il y a des choses qui nous paraissent moins bien, on le dit. Pour nous, nous, on essaie juste de partager notre vision des choses. Ouais. Alors, j'ai essayé de lire un peu dans les lignes de votre projet. J'ai eu l'impression que vous vouliez élargir au-delà de la sphère purement Apple. Est-ce que j'ai bien lu? Oui et non. Après... il y a eu une époque où on était vraiment un site sur le Mac qui suivait essentiellement le Mac. Après, avec l'iPhone, l'iPad, de toute façon, on a commencé à beaucoup plus regarder ce qui se faisait à côté. Autant on teste par exemple très très peu de PC où c'est un événement, autant ça nous arrive assez régulièrement de tester des téléphones Android par exemple. Et bon, on sait très bien avec les nouvelles directions qu'Apple va prendre que notre petit précaré, enfin qui a beaucoup grandi ces dernières années, va encore s'agrandir dans les prochaines années. Évidemment, tout ça intervient dans un contexte qui est quand même assez mouvementé pour les médias, assez agité. J'imagine que c'est aussi les conséquences de l'arrivée des bloqueurs de pub et de tous ces revenus qui ont forcément dû un petit peu s'effriter. Quel a été l'impact justement de toute cette évolution ? En 2015, on avait fait un billet parce que les bloqueurs de pub commençaient vraiment à prendre une part importante de nos revenus. C'est la première année de l'histoire de MacG où on a eu une baisse relativement importante de notre chiffre d'affaires, à 2 chiffres, et on a perdu également de l'argent pour la première fois de notre histoire, ce qui nous a poussé d'ailleurs à se séparer d'un collaborateur. C'est la première fois que ça nous est arrivé, sous la contrainte économique. Et c'est à partir de là que, on va dire, on s'est dit, bon, voilà, on est dans cette situation-là. Vous êtes 10 aujourd'hui, hein, c'est ça ? On est 9, ouais. 9, c'est ça, ouais. Donc, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on doit faire pour se réinventer ? Donc, il y a eu beaucoup de choses déjà en amont qui ont été faites. Et puis,
on a bien vu que de toute façon, les revenus ne repartiraient pas avec la publicité, les bloqueurs de publicité. Qu'un deuxième business qu'on utilise, qui est très important pour nous, qui est l'affiliation, c'est un business qui est très difficile à faire croître parce que là encore, Apple nous met des bâtons dans les roues. Alors l'affiliation, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, je donne juste un exemple, c'est si quelqu'un passe depuis Mac Génération et clique sur un lien qui envoie sur l'Apple Store ou sur Amazon, on touche une certaine commission. Qui est très faible, hein, c'est quoi? C'est 2-3%? Ça va, oui, alors en fonction des affiliés, des programmes, ça va entre 2 et 6%. Ouais. Alors, sauf chez Apple. Oui, Apple, on est forcément plus près de 2% que de 6%, mais ça, je pense que tout le monde l'avait compris. Alors, donc, nous, ça a toujours été un business relativement important pour nous, ça c'est clair, parce que bon, on part d'un test de Mac, si la personne est convaincue et pense que cette machine est faite pour lui, donc elle va forcément se dire, je vais l'acheter, enfin je vais éventuellement l'acheter, je vais passer sur Apple Store, et donc nous, on touchera une commission. Alors, on a deux problèmes avec ça, donc ça marche uniquement si c'est du gagnant-gagnant. Alors le problème, c'est que déjà, les bloqueurs de publicité ont également tendance à bloquer ces liens-là. Ah oui. Donc, voilà, donc c'est quand même pas de la pub hyper envahissante. Et le deuxième point, c'est que Apple, ça fait quelques années que ça a changé. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un nouvel iPhone qui sort, le lendemain, il vous envoie un petit mail via la société qui gère l'affiliation. Nous vous informons que sur cet iPhone, vous ne toucherez pas de commission. Prière, s'il vous plaît, de ne pas le mettre en avant. C'est énorme. Ouais. C'est énorme. Non, c'est vrai, on ne doit pas parler de l'iPhone, c'est pas du tout l'actualité du moment. Donc... Et alors, ce qui est complètement écœurant, c'est que vous avez une interface d'administration et vous avez des pages où vous voyez des commandes avec des montants, et vous voyez donc le prix, genre 779 €, tiens, c'est le prix d'un iPhone, et vous avez des 5, 6, 7, 8, 9, 10 pages avec des dizaines de références, et puis après, vous voyez votre montant de commission, 0 €, 0 €, 0 €, 0 €. Donc, ce qui fait que ces deux cœurs de business qui étaient d'un côté la publicité et de l'autre l'affiliation, sont plus ou moins en péril. Enfin, on a atteint des paliers qu'on ne pourra pas dépasser. Ouais. Donc après, soit on reste les bras croisés et on dit bon, on vivote et on continue et tant que ça va, ça va. Après tout, on est là depuis 20 ans. On aurait très bien pu se tourner les pouces en disant de toute façon, on est là, on a notre petit créneau, on est connu, enfin notre crèmerie, puis elle fonctionnera tant qu'elle continuera à fonctionner. Soit on se dit il faut peut-être qu'on prenne notre avenir entre les mains. Et d'une certaine manière, on fait ce que la presse papier, dans le monde Mac d'ailleurs, n'a pas forcément fait lorsque les sites internet gratuits sont arrivés. C'est-à-dire qu'ils ont vu les sites internet comme ça arriver en disant mais de toute façon internet c'est pas sérieux. Et à l'époque, je me souviens qu'il y avait quasiment aucun magazine qui avait créé son site web. Donc quand ils sont arrivés, c'était déjà trop tard. Ça veut dire que ceux qui vous aident maintenant, est-ce qu'il faudra qu'ils remettent au pot à un moment? Est-ce que c'est juste pour l'amorçage de cette nouvelle version, ce premium que vous préparez? Comment ça va se passer après? Alors, en fait, donc, derrière la plupart des offres de soutien, il y a des abonnements. Ouais. Donc, lorsque notre projet rentrera en bêta, on espère au printemps, il sera finalisé à l'été. Ouais. Donc, à partir d'été, s'ils sont abonnés pour un an, ils seront abonnés un an. Si c'est 2 ans, ça sera 2 ans. Et on a mis aussi quelques formules où c'est des abonnements à vie. Donc là, ça sera à vie. Oui, tant qu'on continue à être là. Les bienfaiteurs les plus généreux sont abonnés à vie. La politique tarifaire, elle n'existe pas encore. Il n'y a pas encore de. Vous savez pas combien ça coûtera une fois que le club sera lancé. Ce qu'on a dit pour l'instant, c'est qu'un an d'abonnement au club coûtera environ 45 € par an. Oui, donc il y a quand même une montée en gamme par rapport aux tarifs que vous pratiquiez jusqu'à maintenant. Bon, il y a quand même un truc important quand on soutient ce genre d'opération, c'est que vous encouragez les donateurs avec des petits cadeaux. Tu peux nous faire envie un peu? Oui. Alors même si, pour être honnête, on était surpris, on a passé beaucoup de temps à faire ces goodies. Donc principalement, on a un t-shirt, un polo. Tu les as pas avec toi par hasard? Non, je suis désolé, on n'a pas de stock. Et là où je suis un peu déçu, c'est que je ne peux pas vous montrer. On a également été voir une artiste lyonnaise
Et on a fait un tableau qui représente le nouveau campus de Cupertino. Ouais, l'Apple Park. Ouais. Donc c'est limité à 100 exemplaires. C'est très très joli. Ça coûte très cher parce que c'est uniquement dans les offres très très haut de gamme. Mais je pense que c'est un magnifique cadeau à quiconque est fondu d'Apple. Bon, bah c'est top. La surprise qu'on a eue, c'est que nos lecteurs, parce qu'en plus on n'avait pas fait de goodies depuis très 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 longtemps, et nos lecteurs, dans leur immense majorité, préfèrent les offres sans goodies. Comment ça se fait? Je pense qu'avec Apple, on a toujours été très en avance sur la dématérialisation, donc ça doit être ça. Et donc, il y a un livre aussi, non? Mais c'est vrai qu'ils vous demandent de ne pas les envoyer ou c'est quoi? On a reçu des mails en disant oui, alors normalement dans toutes les offres on a également une planche de stickers. Et on dit non, mais moi la planche de stickers j'en veux pas, ça pollue la planète. Non, faites pas. Et moi je veux bien m'abonner, mais je veux pas de goodies, je veux rien. Donc c'est pas pour les goodies, c'est vraiment pour vous soutenir. C'est vraiment pour nous soutenir. Alors c'est très sympa. Hein. Après bon, on s'était donné beaucoup de mal à les faire quand même ces goodies, donc moi je vous encourage à. Ils sont chouettes en plus, donc. Et pour qu'on se rende compte, Christophe, MacG, ça représente quelle communauté que vous avez? Combien d'internautes passent sur MacG tous les jours ou tous les mois? Alors j'ai toujours un peu de mal avec les chiffres parce qu'on a toujours l'impression d'additionner des pommes et des oranges. Donc non, mais pour avoir une idée. Oui, voilà. Alors par exemple, l'application, elle est utilisée quotidiennement environ par un peu plus de 60 000 personnes. Ah oui, c'est beaucoup. En termes de visiteurs uniques, si on additionne tous nos sites, on est à 5-6 millions, mais là, il y a sans doute des chiffres, sans doute des chiffres cumulés, parce que là, j'additionne les visiteurs uniques de Mac Génération, 10 générations, de Watch Génération. D'accord. Ouais, donc c'est quand même des volumes non négligeables, comme on dit aujourd'hui. Ouais. Audrey, alors je sais que tu as préparé une petite, un petit truc, un des trucs et astuces dont tu as le secret. Est-ce que tu veux nous en faire profiter maintenant? Oui, bien sûr. Pour permettre à Christophe de souffler. Oui, en fait, aujourd'hui, je vous ai préparé une petite astuce pour écrire plus vite sur l'iPhone ou sur l'iPad grâce au remplacement de texte. Alors. Donc, c'est pas forcément, c'est pas une nouveauté d'iOS 12 ou quoi que ce soit, ça existe depuis longtemps. Mais moi, j'utilise au quotidien et ça me fait vraiment gagner beaucoup de temps et ça me permet notamment d'écrire le texte et les choses correctement, sans faute, en respectant, par exemple, lorsque j'écris MacBook Pro sur Twitter, j'aime bien mettre les majuscules au bon endroit et tout ça, donc je crée des petits remplacements de texte. Et donc, ça se passe, on commence? Alors, je suis à ta disposition. Ok, alors allons-y, donc voilà. Donc ça se passe dans les réglages, vous avez Général, puis Clavier, donc il faut aller par là. Ensuite, sur l'image 2, que voilà. On a accès donc dans les options des claviers, on a remplacement. Et Apple vous a mis quelques remplacements. Il y en a déjà comme j'arrive, par exemple. Voilà, au lieu d'écrire j'arrive entièrement, vous allez juste devoir écrire JRV sur votre clavier et le mot j'arrive bien écrit s'affichera automatiquement. Donc c'est ça un remplacement de texte. Donc on peut en créer un en appuyant sur le bouton plus en haut à droite, c'est ça. Et alors, est-ce que tu peux revenir juste à l'image d'avant? Bien sûr. Donc voilà, on peut en créer un en appuyant sur le bouton plus en haut à droite. Et sur la dernière image, vous voyez que par exemple, je souhaiterais écrire BCP et que ça écrive beaucoup. Donc ça, c'est des... Vous savez, quand au lycée, on faisait des prises de notes, on mettait des raccourcis comme ça. Donc là, c'est un peu le même principe. Et c'est que les jeunes, s'ils veulent qu'il y ait marqué BCP et pas beaucoup. Oui. C'est ça. Mais oui, c'est vrai. Et après, je suis attachée à la langue française, donc j'aime bien écrire les choses correctement. Alors, l'énorme avantage, donc une fois que vos raccourcis sont créés, si vous avez un Mac qui utilise le même identifiant Apple que votre iPhone, les raccourcis sont synchronisés entre vos appareils, comme par magie. Donc, sur le Mac, c'est dans les préférences système clavier, et il doit y avoir raccourci. C'est sur la dernière capture, sur la dernière photo, on le voyait. Donc là, en fait, voilà, ça se symbolise sur iCloud. Il n'y a pas de réglage à faire, ça se fait tout seul. Et donc, sur la dernière image, voilà, sur le Mac, donc c'est dans les préférences système clavier.
Et dans texte, en fait, vous allez voir que vos raccourcis, enfin vos remplacements de texte vont tous arriver tout seuls comme par magie. Et vous allez donc pouvoir l'utiliser sur le Mac aussi. Et ça vaut le coup de s'y pencher, de rentrer des mots par exemple comme cordialement ou des mots qui sont un peu longs à taper. C'est vraiment bien de faire des remplacements pour gagner du temps au quotidien, quoi. Ouais. Donc pensez-y, c'est vraiment très pratique. Très pratique, Audrey. Merci beaucoup. Christophe, tu connaissais ces remplacements de texte? Et je m'en sers. Donc oui, c'est une très bonne fonctionnalité. Oui. Ah, nickel. Élie? Bah oui. Je m'en sers pas tout le temps, mais oui, je les connaissais. Et j'allais proposer qu'on fasse l'inverse pour répondre à ta question et qu'on fasse un prochain tuto sur les rallongis où en fait on pourrait écrire la langue française et puis ça transformerait en langage de Jones. Les Jones apprécieront, c'est sûr. Non mais j'ai quand même, une jeune m'a dit un jour que la prédiction n'était pas assez rapide. Donc c'est pour ça qu'ils écrivaient mal. C'est-à-dire qu'ils commencent à taper un mot et le temps que la prédiction arrive, c'est trop tard déjà, ça y est, c'est parti. Donc voilà, Apple a du boulot. Bon, on a l'explication. Moi, j'aimerais bien un jour un tuto complet. Comment font les jeunes pour tenir un iPhone à main, enfin taper avec les 2 pouces en tenant le téléphone avec juste le petit doigt sans qu'il tombe. Parce que moi, quand j'essaie de faire ça, le téléphone se barre. Et je n'arrive pas à taper avec les 2 pouces, je n'y arrive pas. Donc j'ai besoin d'un tuto. Comment faire pour ne pas paumer son iPhone en essayant de taper Non, moi je le fais, franchement, je le tiens avec mon petit doigt en dessous, là. Comme ça. Et en fait, on peut vraiment écrire avec les 2 pouces, ça tient là. Alors, attends que je le mette. Ouais. Que je le mette, voilà, là. Ah, voilà. Là. Avec le petit doigt en dessous, il tient, hein. Il est calé derrière la main. En fait, c'est une question d'inclinaison. Non, mais tu ne mets pas assez de conviction, Élie. Non, mais tu peux le faire. Quelquefois, le téléphone s'est barré, hein, donc... À propos de MacG, Christophe, tu le disais tout à l'heure, hein, vous traitez l'actu Apple de manière très très large. Vous faites aussi des tests et justement vous venez de tester un produit, Élie, que toi tu aimes beaucoup, qui s'appelle Luna Display. Absolument. Raconte-nous, Élie, parce que vos deux intérêts se rejoignent. Absolument. Écoute, j'avais vu ça aux États-Unis, hein, je crois que c'était au CES. Et en fait, c'est un petit dongle rouge, donc il est très facile à repérer, qui se connecte sur le port USB-C, mais il y a aussi une version USB traditionnelle, et qui permet avec une petite app d'utiliser son iPad comme un écran. Il est reconnu par moniteur dans le système comme un écran de son Mac. Et non seulement on peut l'utiliser comme un écran complémentaire, mais on peut l'utiliser aussi en recopie d'écran. Et du coup, l'iPad devient, en fait, le Mac devient un système tactile parce que tout ce qu'on fait à l'écran de l'iPad se répercute sur le Mac. On peut faire des sélections, et c'est vraiment super pratique. C'est pas très cher. Et la communication, c'est comment entre... c'est à cause de le dongle, je ne sais pas quel est le protocole qui est utilisé, mais ça doit être probablement du Bluetooth, je pense. Parce que c'est quand même assez rapide, hein, l'écran se rafraîchit en temps réel. Et c'est un produit qui n'est pas très cher parce qu'il coûte $79, si je me rappelle bien. Et mon seul regret, c'est qu'il n'est pas distribué en France pour l'instant. Ouais. Donc si on le veut, il faut le commander sur le site. Ça met un certain temps à arriver, des fois il se fait bloquer par la douane, des fois pas, enfin bon bref, ça peut être compliqué. Ça serait bien si quelqu'un le distribuait. Je n'ai pas cherché si nos amis, les gros distributeurs de tous les produits de la planète l'ont déjà au catalogue, mais c'est un produit pour toi peut-être. Bah écoute, oui, mais le problème c'est que nous on a déjà essayé, parce que tu sais que moi je fais toujours des découvertes lorsque je me balade aux US et tout ça, mais on s'est rendu compte que c'est très difficile de distribuer nationalement lorsqu'on est à Nice, parce qu'en même temps c'est pas notre cœur de métier. Peut-être qu'un jour on pourrait évoluer, mais tu sais, il faut faire des expéditions, il faut faire du support, et en même temps il faut se battre contre la VPC et la distribution en ligne, donc c'est un peu compliqué à faire, mais... Des produits originaux, on en trouve tous les jours. Il y avait une application qui s'appelait Duet Display qui permettait de faire de l'extension et de la recopie d'écran aussi. Donc là, c'était par câble, il fallait relier le Mac à l'iPad avec un câble, mais j'avais testé ça, ça marchait déjà très bien. Donc là, c'est la version sans fil, donc apparemment.
Oui, et en plus tactile, c'est-à-dire que tu peux vraiment piloter ton Mac depuis ton iPad. Oui, mais avec Dual Display aussi. Ah, on arrive aussi, d'accord. Bon, Christophe, j'imagine que tu ne testes pas tous les produits dont vous parlez sur MacG. Non, mais si vous voulez faire quelques économies, on a publié une actualité justement d'une personne qui se sert de son iPad Pro comme écran pour son Mac Mini. Oh. Donc voilà. Waouh. C'est pas le moins cher des écrans, mais... C'est pas mal. Non. Mais pourquoi pas. Mais à défaut d'écran Apple, écoute, on fait ce qu'on peut. Hein. C'est sûr. Bon, il nous reste 2 minutes pour deux dernières infos. D'abord, l'arrivée de Spotify sur l'Apple Watch. Je ne sais pas si l'un de vous trois est Spotify. Oui, moi. Toi, Ellie ? Et du coup, j'attendais ça depuis longtemps. Et du coup, j'ai testé. Et ça marche. Il est sur mon Apple Watch série 4 magnifique, qui est là. Elle est éteinte. Qui évidemment se déconnecte. Oui, dès que je la montre, elle s'éteint. C'est logique. Évidemment. Et donc, je vais essayer de vous montrer Spotify parce que je l'ai dans mes applis. C'est même le dernier que j'ai utilisé. Alors là, elle va pas... elle va pas s'éteindre, je vais essayer de la montrer quand même. Hop. Donc voilà Spotify. Et en fait, il y a les playlists qui sont là, le radar des sorties, ce que j'ai écouté dernièrement. Donc on peut cliquer dessus et évidemment on peut déclencher la musique. Et donc là, évidemment, ça va déclencher sur mon iPhone parce que c'est ce qui était réglé. Mais on peut choisir un périphérique, c'est-à-dire que là, je peux l'envoyer en fait sur mon Chromecast ou sur mon ampli audio-vidéo. Et donc, du coup, ça me permet de piloter mon Spotify et d'accéder évidemment avec des AirPods, puisque j'ai fait l'essai tout à l'heure avec les AirPods. Ouais. Ça marche très bien et donc on peut streamer la musique à partir de son Apple Watch. Est-ce que tu as aussi les podcasts sur Spotify, sur l'appli ? Non, je ne les ai pas vus. D'accord, alors ils y sont peut-être pas. Parce que comme on est aussi sur les podcasts de Spotify, mais bon, autant passer par l'appli podcast d'Apple, c'est quand même beaucoup plus simple. Et puis la dernière news, mais vraiment c'est pour que vous soyez au courant, c'est que les caméras intelligentes de Netatmo, n'est-ce pas Ellie, se mettent à HomeKit. Absolument, il y a eu une révision du firmware et donc elles vont être compatibles HomeKit, ce qui est une bonne chose. Il commence à y en avoir de plus en plus d'ailleurs sur le marché français et c'est bien parce que Netatmo c'est un super produit. Ouais. Il est un peu cher, mais c'est un super produit. On est très content qu'il évolue vers la compatibilité HomeKit. Ce sera un de plus. Et je crois qu'il y a déjà une mise à jour mineure par rapport à la version qui la rend compatible HomeKit. Donc, si vous êtes équipé, allez vous renseigner. Merci beaucoup à tous les trois. Merci beaucoup, Christophe, d'être venu sur Watch dans eWeek. C'était très sympa de t'accueillir. De rien, tout plaisir était pour moi. On vous souhaite plein de courage pour la suite de cette opération de crowdfunding sur Kickstarter. Il reste 18 jours, donc vous avez largement le temps d'y aller et de soutenir MacG dans ce projet. Il faut soutenir MacG, hein, avec tout ce qu'il nous offre depuis des années. Ouais. Absolument. Bon courage, salut à toute l'équipe de notre part. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, mercredi 20h en direct sur Watch pour un nouveau numéro d'iWeek. Salut à tous et à très vite.